Je suis sorti du travail pour trouver une place de parking vide. Ma Camry 2021, que je venais de finir de payer, avait disparu. Paniqué, j'ai appelé mes parents. Oh, ma chérie, calme-toi. Nous l'avons donnée à Evan. Il en a plus besoin. Mon frère avait détruit 3 voitures en 5 ans. C'était ma toute première voiture neuve. J'ai raccroché et composé le 911. La place de parking était vide. Mon esprit refusait de l'accepter. Place 4B. Je m'étais garé à la place 4B chaque jour de travail depuis 3 ans. Mais ma Toyota Camry argentée de 2021, la voiture que j'avais fini de payer la semaine dernière, n'était plus là. Ma première pensée ne fut pas le vol. Ce fut la confusion. Ma main tremblait si fort que j'ai fait tomber mes clés. J'ai cherché mon téléphone à tâtons et j'ai appelé ma mère. Un œuf froid se formait dans mon estomac. Maman, tu ne vas pas croire ça. Ma voiture, elle a disparu du garage. Je crois qu'on me l'a volée. Il y eut une pause, puis j'entendis un son qui me glaça le sang. Un rire. Ce n'était pas un rire inquiet. C'était un rire léger, aérien et dédaigneux. Oh, Brooke, arrête d'être si dramatique, dit-elle, comme si j'avais simplement égaré une écharpe. Elle n'est pas volée. Je m'appuyais contre un pilier en béton, faible de soulagement. Dieu merci. Tu l'as emprunté? Le garage l'a remorqué? Non, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant de patience, comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant. Nous venons de la donner à Evan. Le monde s'arrêta. Vous avez fait quoi? Sa voiture est encore tombée en panne. Il en a besoin pour le travail, Brooke. Tu sais comment il est. Il en a juste plus besoin que toi, n'est-ce pas? Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire, d'où dans le monde regardez-vous? Je suis resté là pendant 1 minute entière, respirant simplement l'odeur du béton froid et des gaz d'échappement. Le parking était presque vide. L'écho du rire de ma mère résonnait encore dans mon oreille. Il en a plus besoin. Elle n'a pas demandé. Elle ne m'a pas prévenu. Elle et mon père sont allés à mon appartement. Ils ont utilisé le double des clés que je leur avais données pour les urgences, si je me cassais une jambe, s'il y avait un incendie. Ils ont pris mes clés de voiture sur le crochet près de ma porte. Ils sont entrés dans ce garage et ils sont partis avec ma voiture pour la donner à mon frère. Le déclic que je sentis dans ma poitrine n'était pas encore de la colère. C'était une décision froide et silencieuse. Ma mère m'avait dit de me calmer. Elle pensait que j'allais soupirer, peut-être crier 1 minute, puis trouver un bus pour rentrer à la maison. Elle pensait que j'allais simplement accepter, comme j'avais accepté tout le reste. J'ai composé le 911. Ma main tremblait, mais ma voix était basse et claire lorsque l'opératrice a répondu. 911, quelle est votre urgence? On m'a volé ma voiture. Votre emplacement, madame? Je lui ai donné l'adresse du parking. Je suis au 4e étage. Place 4B. Elle est vide. Pouvez-vous décrire le véhicule? Marque, modèle et plaque d'immatriculation. C'est une Toyota Camry de 2021. Argentée. Plaque du Texas. Je lui ai donné le numéro. Je le connaissais par cœur. Je l'avais récité dans ma tête le jour où je l'avais ramené à la maison. Et quand avez-vous vu le véhicule pour la dernière fois? Ce matin à 8h45, quand je l'ai garé ici. D'accord, madame. Y a-t-il une chance que quelqu'un que vous connaissez ait emprunté le véhicule? C'était le moment. La ligne de partage. Ma famille était d'un côté. J'étais de l'autre. Ah, oui. Je sais qui l'a prise. Qui, madame? Je pris une profonde inspiration. Mon frère, Evan Chandler, et mes parents, Linda et Ray Chandler. Ils l'ont prise sans ma permission. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Un long silence électronique. Madame, pour être bien clair, ils n'ont pas la permission de conduire votre voiture. Non, ils ne l'ont pas. La voiture est immatriculée uniquement à mon nom. Le titre de propriété est à mon nom. Le prêt était à mon nom et je viens de le rembourser. Ils n'ont pas la permission. Ont-ils accès à vos clés? Mes parents ont un double des clés de mon appartement. Ils ont dû prendre mes clés de voiture. Je vois,
dit l'opératrice, sa voix était différente maintenant, plus ennuyée. Elle était professionnelle. Madame, s'ils ont pris votre véhicule sur votre propriété sans votre consentement, c'est un vol de voiture. J'envoie un agent à votre emplacement. Veuillez attendre près de la cage d'escalier la plus proche. Merci, dis-je en raccrochant. Je me suis laissé glisser le long du pilier de béton et me suis assise sur le sol froid. Mon téléphone s'est immédiatement mis à vibrer. Maman, indiquait l'écran. Je l'ai regardé vibrer, vibrer et vibrer. Puis il s'est arrêté. Une seconde plus tard. Papa. Il a vibré à nouveau. Je l'ai mis en silencieux. Je ne les ai pas encore bloqués. Je les ai juste laissés sonner. J'ai pensé à ce que je venais de faire. J'avais appelé la police contre ma propre famille. Je pouvais imaginer le visage de ma mère. Elle serait furieuse, pas inquiète, pas coupable. Elle serait en colère contre moi. Elle me dirait que j'étais ingrate. Elle dirait que je détruisais la famille. Mon père serait pire. Il serait déçu. C'était son mot. Il me regarderait avec des yeux tristes et me dirait que je l'avais laissé tomber. Et Evan ne ressentirait rien du tout. Il serait juste agacé que sa nouvelle voiture gratuite lui cause des ennuis. Est-ce que je surréagissais? Mon esprit a flashé sur le VTC que je devrais appeler. L'humiliation. J'ai pensé à lundi matin. Comment irais-je au travail? J'ai pensé à mes courses. J'ai pensé au travail. Aux centaines d'heures supplémentaires, aux feuilles de calcul qui me brûlaient les yeux, au budget que je gérais. Tout ce travail transformé en une chose physique. Ma voiture serait fiable, et ils l'ont donnée à lui comme un jouet. Non, je ne surréagissais pas. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille est entrée dans le garage. Elle avançait lentement, ses phares fendant la pénombre. Une femme en est sortie. Elle n'était ni grande ni effrayante. Elle semblait avoir la fin de la trentaine, les cheveux tirés en un chignon serré. Son badge indiquait Santos. Mademoiselle Chandler, demanda-t-elle. Sa voix était calme. Oui, je suis Brooke. Je me suis levé, époussetant mon pantalon. Je suis le sergent Santos. Alors, vous signalez le vol de votre voiture? Oui. Et l'opératrice a dit que vous pensiez que ce sont des membres de votre famille qui l'ont prise. Oui, dis-je à nouveau. J'ai tout expliqué, l'appel téléphonique, le rire de ma mère. Elle a dit, il en a plus besoin. Le sergent Santos a écouté. Elle n'a pas interrompu. Elle a juste hoché la tête lentement. Elle avait sorti un petit carnet. Occupons-nous de la logistique, dit-elle. J'ai besoin de votre permis de conduire et de votre assurance. Avez-vous une copie de votre carte grise ou du titre de propriété? J'étais comptable. J'étais toujours préparé. J'ai mon application d'assurance sur mon téléphone et j'ai une photo du titre de propriété dans mes emails. Je viens de la rembourser la semaine dernière. J'ai tout sorti. Elle a regardé mon téléphone. Elle a éclairé mon permis avec sa lampe de poche. Brooke Chandler, Toyota Camry 2021. Tout à votre nom. C'est clair, murmura-t-elle. Elle leva de nouveau les yeux vers moi. Son regard n'était pas critique. Il était simplement en train d'évaluer. D'accord, mademoiselle Chandler, voici ce qui va se passer. Je vais diffuser un bulletin de recherche pour votre véhicule. Plaque d'immatriculation, elle a lu le numéro, signalé volé. Le conducteur est votre frère, Evan Chandler. Irez-vous chez mes parents? Nous irons. Nous vérifierons cette adresse en premier. S'il est là, nous récupérons le véhicule. S'il la conduit, il sera arrêté. Puisque vous avez nommé le suspect, je suppose que nous le trouverons. J'ai hoché la tête. Le monde semblait très net et clair. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Demanda-t-elle. Sa voix était douce mais ferme. Une fois que ce processus commence, ce n'est pas comme dans une série télévisée. C'est une procédure légale. J'ai regardé la parcelle de béton vide, tachée d'huile. La place 4B. Ils ont volé ma voiture, dis-je. Le sergent Santos a hoché la tête, comme si c'était la réponse qu'elle attendait. Vos parents vont être très en colère contre vous, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je sais.
J'ai senti une petite larme froide couler sur ma joue. Je l'ai essuyée avec colère. Ils sont toujours en colère contre moi, ou déçus. C'est à mon tour d'être en colère. Le sergent Santos m'a adressé un petit sourire crispé. C'était la première fois de la journée que je sentais que je me tenais sur un terrain solide. C'est vous la victime ici, mademoiselle Chandler. Ils ont commis un crime contre vous. Vos sentiments sont sans importance pour eux, mais ils constituent toute la base de ce rapport. Elle m'a rendu mon téléphone. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-elle. J'avais été la personne responsable toute ma vie. J'avais été la personne sérieuse, la personne mature. Pendant tout ce temps, personne dans ma famille ne m'avait jamais dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais cette policière, cette parfaite inconnue, m'a juste regardé dans les yeux et a validé la plus grande trahison que j'ai jamais commise. Elle m'a donné une carte avec un numéro de dossier. Appelez un VTC, mademoiselle Chandler. Rentrez chez vous et fermez votre porte à clé. Nous vous appellerons quand nous l'aurons trouvé. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis j'ai appelé mon VTC et je suis rentré chez moi. Je me sentais vidé, mais je me sentais aussi vu. Pour la première fois en 28 ans, quelqu'un m'avait enfin vu. Le trajet de retour fut humiliant. J'étais assise à l'arrière de la Honda d'un inconnu, regardant par la fenêtre. Mon téléphone, que j'avais sorti du mode silencieux, vibrait sur mes genoux toutes les 30 secondes. Appel manqué, maman. Appel manqué, papa. Appel manqué, Evan. Appel manqué, maman. Puis les textos ont commencé. Maman, Brooke Ashley Chandler. Réponds à ce téléphone tout de suite. Maman, la police est en route pour venir ici. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Papa, Brooke. Ce n'est pas drôle. Appelle ta mère. Tu lui fais peur. Maman, rappelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. Tu vas ruiner la vie de ton frère. Ruiner sa vie. Non pas qu'il ruinait sa vie. C'était moi. J'ai regardé les lumières de la ville défiler. J'ai payé pour cette voiture. J'ai travaillé pour elle. J'ai vécu dans un petit appartement et mangé des repas bon marché pour la rembourser plus tôt. Et ils l'ont prise. Ils l'ont prise. Et c'était moi qui ruinais tout. Le chauffeur du VTC, un homme qui n'avait pas dit un mot, m'a regardé dans le rétroviseur. Dure journée, demanda-t-il. Vous n'avez pas idée, murmurai-je. Je suis arrivé à mon appartement. J'ai monté les 3 étages. J'ai déverrouillé ma porte. Le silence de mon appartement était un soulagement. Je me suis dirigé vers le petit crochet en bois près de la porte. Mes clés de maison étaient là. Ma clé de boîte aux lettres était là, et le petit crochet en argent étiqueté « C » était vide. Ils étaient entrés ici, dans mon espace. Pendant que j'étais au travail. Cette pensée me rendit plus malade que le vol lui-même. C'était une violation. Je me suis assise sur mon canapé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma tante, la sœur de ma mère. Je l'ai laissé sonner. Je savais que je devais le faire. Je devais les affronter, mais je le ferais selon mes propres termes. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai appuyé sur « Maman ». Elle a décroché à la première sonnerie. « Où est ma voiture, maman ?» dis-je. Ma voix était basse. Je n'ai pas crié. Brooke, Dieu merci. Sa voix était soudainement douce, dégoulinant d'une fausse inquiétude. Nous étions si inquiets. La police vient de partir. Qu'est-ce que tu leur as dit? C'était un grand malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Vous avez volé ma voiture. N'ose même pas utiliser ce mot, hurla-t-elle. La douceur avait disparu. Nous ne l'avons pas volée. Nous l'avons empruntée pour Evan. Je t'ai dit qu'il en avait besoin. Tu n'as pas demandé. Tu l'as juste prise. Nous avons essayé de t'appeler, mentit-elle. Tu n'as pas répondu. Et de toute façon, tu n'aurais pas utilisé cette voiture ce week-end. Tu allais juste rester assise dans ton appartement. Evan a cette nouvelle opportunité d'emploi lundi. Il doit pouvoir s'y rendre. Alors il devrait acheter un ticket de bus ou appeler un taxi, ou tu peux le conduire. Tu ne lui donnes pas ma voiture. C'est juste une voiture, Brooke. C'est une chose.
L'avenir de ton frère est en jeu, c'est ma voiture, dis-je. Ma voix devenait plus dure. C'est ma propriété, et c'est moi qui décide qui la conduit. J'ai dit à la police qu'elle était volée. Je leur ai donné le nom d'Evan. Il y eut un silence lourd et étouffant. Puis j'entendis la voix de mon père en arrière-plan. Donne-moi le téléphone, Linda. Ray, gémit ma mère. Elle est. Brooke. La voix de mon père était basse. Déçu. La voix qui me faisait toujours plier. Brooke, qu'est-ce que c'est que ça? Ta mère est hystérique. Papa, maman et toi êtes venus dans mon appartement et avez pris ma voiture. Vous l'avez donnée à Evan. Je l'ai signalé comme volé. Attends, nous aidions juste ton frère, dit-il, comme si cela expliquait tout. Il a besoin d'un moyen de transport. Il remet enfin de l'ordre dans sa vie. C'est sa chance, Brooke. Tu ne veux pas voir ton frère réussir? Je veux que moi, je réussisse, dis-je, et les mots me surprirent. J'en ai assez d'être le fond d'urgence. J'en ai assez d'être l'équipe de nettoyage. Tu as toujours été égoïste, lança-t-il. Toujours à compter tes sous, toujours à tenir les comptes. Ce n'est pas ce que fait une famille. Une famille s'entraide. Une famille ne vole pas sa propre fille. Rappelle ses agents, ordonna-t-il. Dis-leur que tu as retrouvé la voiture. Dis-leur que tout était une erreur. Ce n'était pas une erreur, Brooke Ashley, dit-il, sa voix mortelle. Si tu fais ça, si tu portes plainte contre ton propre frère, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu ruines cette famille. Cette famille est détruite depuis longtemps, dis-je. Vous avez juste décidé que c'était à moi de payer les pots cassés. Ne sois pas dramatique. Il aurait dû la mériter, dis-je, le coupant. Comme moi. S'il veut une voiture, il peut trouver un travail et en acheter une. Il n'a pas le droit d'avoir la mienne. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, dit mon père, la voix pleine. Il avait l'air fatigué. C'est plus difficile pour lui. Tu as toujours été la plus forte. Il a besoin de nous. Il a besoin de ça. Et moi, papa? De quoi ai-je besoin? Silence. Il n'avait pas de réponse. Il n'avait jamais eu de réponse à ça. Au revoir, papa, dis-je. Brooke, tu arranges ça. Tu arranges ça, tout de suite. J'ai raccroché. Mon cœur était un colibri dans ma poitrine. J'étais terrifié. J'avais le cœur brisé. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mon téléphone s'est allumé. Papa. J'ai appuyé sur le bouton de blocage du contact. Le téléphone s'est allumé. Maman, blocage. Il s'est allumé à nouveau. Evan. J'ai fixé son nom. Il appelait probablement depuis ma voiture, en utilisant mon Bluetooth. J'ai appuyé sur blocage. Puis tante Patty, blocage. Oncle Marc. Blocage. Grand-mère Eleanor. J'ai fait une pause. Ma grand-mère. La mère de mon père. Elle avait toujours vu Evan comme un projet. Je l'ai bloqué aussi. Le silence dans mon appartement était total. C'était la première fois de ma vie que mon téléphone était complètement silencieux. Il ne restait plus personne à appeler. Je me suis assise sur mon canapé. Je savais que la tempête ne faisait que commencer. C'était la première vague, le choc. Ensuite viendrait la culpabilité, la honte, les attaques. Mais assise là, dans le calme, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. C'était une sensation étrange, froide et lourde. C'était la paix. J'ai préparé une tasse de thé. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas renversé une seule goutte. C'était fini. J'en avais enfin, complètement fini. Evan, mon frère, le fils en or. Il a 25 ans, mais aux yeux de mes parents, il en a en permanence 15. C'est le garçon aux cheveux souples et au sourire rapide et charmant qui pouvait le sortir de n'importe quelle situation. C'est lui qui était créatif et sensible. J'étais pratique et sérieuse. Nos rôles ont été définis avant même que je sache lire. Son travail était d'avoir du potentiel. Mon travail était d'être responsable. Assise là, dans mon appartement silencieux, les souvenirs sont revenus. Pas en un flot, juste l'un après l'autre. Une liste nette et ordonnée d'injustices,
comme l'équilibrage d'un grand livre comptable. Quand Evan avait 17 ans, mes parents lui ont acheté sa première voiture, une vieille Mustang rouge rouillée de 10 ans. Il l'adorait. Mon père, Ray, passait les week-ends avec lui apprenant à faire la vidange. C'était leur truc. 2 mois plus tard, Evan l'a enroulé autour d'un chêne. Il roulait trop vite, essayant d'impressionner une fille. Il s'en est sorti sans une égratignure. La voiture était détruite. La réaction de mes parents? Le soulagement. Oh, Dieu merci, tu vas bien, pleurait ma mère en le serrant dans ses bras. Ce n'est qu'une voiture. On peut toujours en acheter une autre. J'avais 20 ans à l'époque. J'étais en 2e année d'université, travaillant 30 heures par semaine à la bibliothèque pour économiser pour ma propre première voiture. J'économisais pour une Honda Civic d'occasion. Mes parents le savaient. Une semaine après l'accident d'Evan, mon père m'a prise à part. Brooke, ma chérie, dit-il de cette voix douce qui signifiait « Je vais te demander quelque chose. Nous sommes un peu à court avec l'assurance. La franchise est plus élevée que nous le pensions. Nous nous demandions si nous pouvions juste emprunter un peu de ton fonds pour la voiture, juste pour la couvrir. Nous te rembourserons. Promis. Combien? 1500 $. C'était presque tout ce que j'avais. Je le leur ai donné. Quel choix avais-je? C'était mon frère. C'était un accident. Ils ne m'ont jamais remboursé. 3 mois plus tard, ils se sont portés garant d'un prêt pour qu'Evan achète une autre voiture, une plus récente. Il doit pouvoir se rendre à l'école, ma chérie, a dit ma mère. Puis il y a eu la conduite en état d'ivresse. Evan avait 21 ans. Il était à une fête. Il est monté dans sa voiture. Il a eu de la chance. Il s'est fait arrêter avant de blesser quelqu'un. Mes parents ont reçu l'appel à 3 heures du matin. Ma mère était hystérique. Mon père était silencieux, ce qui était toujours plus effrayant. Ils ne se sont pas contentés de payer sa caution. Ils ont engagé le meilleur avocat de Dallas. Un homme qui facturait 500 $ de l'heure. Il a fait une erreur, m'a dit mon père, le visage gris de stress. Mais ça, une conduite en état d'ivresse, ça va ruiner son avenir. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Nous devons le protéger. Il doit faire face aux conséquences, papa, dis-je doucement. Il aurait pu tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu en sais, Brooke, lança-t-il. C'est facile pour toi. Tout est facile pour toi. Ce n'est pas le cas pour lui. Il est sensible. Ils ont vidé leur fonds d'urgence pour payer cet avocat. Le fonds qui était censé servir d'acompte pour une maison. Le fonds dont il m'avait dit un jour qu'il pourrait m'aider avec un acompte pour mon propre logement. L'avocat a réussi à faire requalifier la conduite en état d'ivresse en conduite dangereuse. Evan a eu de l'approbation. Il n'a même pas eu à s'excuser. On ne m'a jamais secouru. On ne faisait que m'épuiser. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, j'ai eu une photo encadrée de mon université. Quand Evan a enfin obtenu son diplôme d'associé de 2 ans après 5 ans dans 3 écoles différentes, mes parents lui ont organisé une fête. Ils lui ont acheté un ordinateur portable pour l'aider à trouver un emploi. Ma mère a dit qu'il avait perdu ce travail chez Best Buy après 3 semaines. Il était en retard trop souvent. Il a trouvé un travail dans une entreprise de paysagisme. Il a démissionné après 2 jours. C'était trop dur et indigne de lui. Il a décidé qu'il allait être un des traders. Mon père lui a donné 5000 $ à investir. Il a tout perdu en une semaine dans une arnaque de crypto-monnaie. Et à chaque fois, il y avait une excuse. Le patron était un con. Il est juste en train de se chercher. Il est trop intelligent pour ce genre de travail. Il a le cœur brisé à cause de cette fille. Mes réussites étaient juste attendues. C'est notre Brooke, disait mon père en me tapotant la tête. Toujours au top. Mon succès n'était pas célébré. Il était simplement présumé. C'était le terrain stable sur lequel ils se tenaient tous pour pouvoir concentrer toute leur énergie à sauver Evan des trous qu'ils continuaient de creuser. Et maintenant ma voiture, ma Toyota Camry argentée de 2021, la première chose neuve, belle et chère que je m'étais jamais achetée. J'ai obtenu un prêt par moi-même. Je l'ai remboursé en 36 mois au lieu de 60. Je passais l'aspirateur dedans tous les dimanches. Elle sentait le cuir neuf et mon désodorisant à la vanille.
Elle était à moi, et il l'avait prise. J'ai enfin compris. Ce n'était pas une question d'amour. Ce n'était pas une question d'aide. Mes parents m'avaient appris que l'équité ne s'appliquait pas à moi. Ils avaient appris à Evan que les conséquences ne s'appliquaient pas à lui. Toute ma vie, j'avais été le roc de la famille. J'en étais si fier. J'étais la personne fiable. Mais assise là, dans le silence, j'ai réalisé la vérité. Un roc n'est pas une personne. Un roc est juste une chose. Une chose sur laquelle on marche pour garder ses pieds hors de la boue. Une chose qu'on utilise pour caler une porte cassée. Une chose qui n'est appréciée que pour son utilité, pas pour elle-même. Il n'avait pas seulement donné ma voiture à Evan. Il lui avait donné moi. Il lui avait donné mon travail, mon temps, ma sécurité et ma sûreté. Et c'était ça, la trahison. Pas de mon frère. Il n'était qu'un trou noir prenant ce qu'on lui donnait. La vraie trahison venait de mes parents. Les deux personnes qui étaient censées me protéger. Ce sont eux qui m'ont maintenu au sol pour qu'Evan puisse prendre ce qu'il voulait. Il était presque 23 heures. Je n'avais pas mangé. Je fonctionnais à l'adrénaline et à l'épuisement. J'étais assise sur mon canapé depuis des heures, fixant mon téléphone éteint. J'attendais. Je savais que je ne pourrais pas dormir avant de recevoir l'appel. Chaque fois qu'une voiture passait dans la rue en bas, mon cœur bondissait. J'étais terrifié qu'il se présente, que mon père frappe à ma porte en exigeant que j'arrange ça. J'ai vérifié le verrou une deuxième fois. Juste avant minuit, mon téléphone s'est allumé. C'était un numéro inconnu. C'était le moment. J'ai répondu. Mademoiselle Chandler, ici le sergent Santos. Ma main a agrippé le téléphone. L'avez-vous trouvé? Oui, dit-elle. Sa voix était neutre. Professionnelle. Il y a environ 30 minutes. Un agent en patrouille a repéré le numéro de plaque dans le nord de Dallas. Votre frère conduisait. J'ai fermé les yeux. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que la voiture va bien? Demandai-je. Je détestais ça. Est-ce qu'il va bien? Était la première chose que j'avais demandé, le réflexe d'une sœur. Il va bien. Il a été arrêté pour avoir roulé à 75 dans une zone de 45 miles par heure. Bien sûr, il faisait des excès de vitesse dans ma voiture. Quand l'agent a vérifié les plaques, continua-t-elle, le résultat est revenu comme un véhicule volé correspondant au bulletin que vous aviez déposé. Evan Chandler a été arrêté. Je me suis effondré sur le sol de ma cuisine. Arrêté. C'était un mot réel maintenant. Il a été arrêté pour utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Et compte tenu de la valeur de la voiture, vol qualifié de véhicule. Il a également été verbalisé pour excès de vitesse. Et, mademoiselle Chandler, il semble qu'il conduisait avec un permis suspendu. Suspendu à la suite de sa conduite en état d'ivresse. On dirait qu'il n'a jamais payé les amendes du tribunal, donc son permis a été révoqué. Il n'avait même pas le droit de conduire. Mes parents avaient donné ma voiture, ma propriété, à un conducteur imprudent connu qui n'avait même pas de permis. La rage que j'ai ressentie était si froide et si vive qu'elle m'a presque coupé le souffle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Murmurai-je. Il a été emmené au poste pour l'enregistrement. Il sera détenu jusqu'à sa comparution initiale demain. La voiture a été mise en fourrière comme preuve. En fourrière? Oui, vous pouvez venir la récupérer au dépôt municipal demain matin. Je vous enverrai l'adresse par texto. Vous aurez besoin de votre pièce d'identité et du numéro de dossier. Il y eut une pause. Mademoiselle Chandler, dit le sergent Santos, et sa voix était un peu plus sèche maintenant, je dois vous dire que vos parents ne sont pas contents. Que voulez-vous dire? Ils nous ont appelés à plusieurs reprises, exigeant que nous abandonnions les poursuites. Ils ont appelé le commissariat directement après que nos agents aient quitté leur maison plus tôt. Ils ont dit à mon capitaine que tout cela était un malentendu familial et que vous étiez émotionnellement instable et vindicative. Instable? Ma mère m'avait traité d'instable. Moi, la comptable, celle qui n'avait jamais fait de chèque sans provision, jamais manqué un paiement, jamais même eu une contravention de stationnement. Je ne suis pas instable, dis-je, la voix brisée. Je le sais, dit fermement le sergent Santos. J'ai expliqué à vos parents et à mon capitaine que vous êtes la propriétaire enregistrée. Vous êtes la victime et vous avez déposé la plainte.
Je leur ai dit que l'État ne prend pas le vol de voiture à la légère, surtout quand le suspect conduit avec un permis suspendu. Ils ont exigé que nous vous appelions et vous forcions à vous rétracter. Et qu'avez-vous dit? J'ai dit que ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. Mais ils vont vous contacter, mademoiselle Chandler. Ils vont vous mettre la pression. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser pour que vous abandonniez les poursuites. J'ai pensé à la voix de mon père. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. J'ai pensé aux cris de ma mère. Tu ruines sa vie. C'était ma seule chance. Ma seule chance de faire en sorte que ça s'arrête. Sergent. Oui, madame. Ils peuvent appeler qui ils veulent. Ils peuvent appeler le maire. Ils peuvent appeler le président. Je n'abandonne pas les poursuites. La voiture est à moi. Je l'ai entendu prendre une petite inspiration. Compris, mademoiselle Chandler. Je vais en prendre note dans le dossier. Reposez-vous. Vous pouvez récupérer votre voiture à tout moment après 9 heures du matin. Nous avons raccroché. Je n'ai pas dormi. J'ai juste regardé le soleil se lever. Le lendemain matin, un samedi, j'ai pris un autre VTC. Cette fois, pour la fourrière municipale. C'était un endroit misérable, tout en gravier et en clôture grillagée. Je suis entré. J'ai montré à l'homme ma pièce d'identité et mon numéro de dossier. Il a grogné, m'a fait signer 3 formulaires et a pris mes $250 de frais de fourrière. By 12, dit-il en me tendant mes clés. Mes clés. Je suis sorti dans la cour, et elle était là, ma Camry. Elle avait l'air sale. Je suis arrivé du côté du conducteur et j'ai ouvert la portière. L'odeur m'a frappé en premier. La cigarette. Je ne fume pas. Ma famille sait que je suis allergique. J'ai des migraines, mais Evan avait fumé dans ma voiture. Le sol était couvert de cendres. Ce n'était pas tout. Le rapport disait qu'elle était saccagée. C'était un mot gentil. Il y avait des emballages de restauration rapide partout. Des sacs de Taco Bell, des boîtes de frites de McDonald's. Un grand soda avait été renversé sur le siège passager, laissant une énorme tache brune et collante sur le tissu. Ma radio, que je gardais sur la station de musique classique, crachait une horrible musique de rap. Le siège du conducteur était reculé au maximum pour s'adapter à sa taille. Il avait violé cet espace. Chaque centimètre carré. J'ai regardé le tableau de bord. Le réservoir d'essence était vide. Il avait pris ma voiture. Il l'avait conduite toute la nuit, en excès de vitesse, en fumant, en mangeant dedans. Il avait utilisé toute mon essence et n'avait même jamais pensé à mettre $5 dans le réservoir. Il ne l'avait pas seulement prise. Il l'avait consumée. Je me suis assise sur le siège du conducteur, entouré de ses déchets. De son odeur. Je me sentais sale. Je me sentais effacé. Mais ensuite, j'ai posé mes mains sur le volant. C'était mon volant. J'ai mis la clé dans le contact. Le moteur a démarré. C'était ma voiture. Je l'ai sortie de la fourrière. Je l'ai conduite directement à la station-service la plus proche. J'ai fait le plein. Puis je l'ai conduite à un lave-auto ouvert 24 heures sur 24. J'ai payé $50 pour le nettoyage de luxe. Je suis resté là à regarder 2 hommes en uniforme aspirer les cendres de cigarettes. Ils ont frotté la tache de soda collante. Ils ont shampouiné les tapis. Ils ont essuyé chaque surface. Quand ce fut terminé, je suis remonté dedans. Ça sentait le savon et la cire à la cerise. Elle était de nouveau à moi. Ce n'était encore qu'une chose. Ma mère avait raison sur ce point, mais c'était ma chose. Et en rentrant chez moi dans ma voiture propre avec le plein d'essence, je ne me sentais pas heureuse. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Je ressentais juste le pouvoir tranquille de m'accrocher à ce qui était à moi. Et c'était suffisant. J'avais récupéré ma voiture. C'était la première étape. J'ai passé le dimanche matin à la nettoyer à nouveau. J'ai frotté la tache de soda sur le siège passager jusqu'à ce que mes jointures soient rouges. J'ai mis du bicarbonate de soude sur le tapis pour éliminer les dernières odeurs de cigarettes. J'ai remis mon propre désodorisant à la vanille sur la grille de ventilation. Ce n'était qu'une voiture, mais c'était ma voiture. Et l'avoir de nouveau en ma possession me donnait l'impression d'avoir repris une partie de moi-même. Je savais que le calme ne durerait pas.
J'avais bloqué mes parents et mon frère. Mais une famille comme la mienne, elle a des racines. Elle a des branches. Et toutes sont connectées au même tronc pourri. Le premier appel est arrivé le dimanche après-midi. Tante Patty, la sœur aînée de ma mère. Je savais ce que c'était. Ma mère n'avait pas réussi à me briser. Mon père n'avait pas réussi à me commander. Maintenant, ils envoyaient les autres troupes. J'ai laissé sonner 4 fois. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Allô, tante Patty. Brooke, ma chérie, Dieu soit loué. Sa voix était aiguë et nerveuse. Elle avait toujours l'air sur le point de renverser quelque chose. Ma chérie, ta mère est complètement bouleversée. Elle n'arrête pas de pleurer. C'est une épave. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Brooke, tu es là. J'ai dit que ta mère est une épave. Je suis là. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet de quoi? Demandai-je. À propos de ça, Queen ATL. Ce gâchis. Tu as appelé la police. Contre Evan, contre ton propre frère. Tante Patty, dis-je, et ma voix était neutre, Evan a volé ma voiture. Oh, volé, dit-elle en balayant le mot d'un geste de la main. C'est un mot si laid, si dramatique. Il l'a emprunté. C'est ton frère. Il était dans le pétrin. Tu sais comment il est. Et toi, tu as appelé la police contre lui comme si c'était un criminel. C'en est un, dis-je. Il a commis un crime. Non. C'est un bon garçon. Il est juste un peu perdu. Il a le cœur trop grand. Et tes parents, Brooke, tes parents ont tout fait pour toi. Ils t'ont donné une vie merveilleuse. Ils ont payé tes études. J'ai payé mes études, l'interrompis-je. Ma voix était vive. Et elle m'a surprise moi-même. J'ai eu 2 emplois. J'ai eu des bourses. Ils n'ont pas payé un seul livre. Tante Patty était décontenancée. Eh bien, ils t'ont soutenu. Ils t'ont donné un toit sur la tête. Et c'est comme ça que tu les remercies? En mettant ton frère en prison. Brooke, ça pourrait ruiner sa vie. Toute sa vie. Il roulait à 75 dans une zone de 45, dis-je. Il conduisait avec un permis suspendu. Il a de la chance de ne pas avoir tué quelqu'un. Il a de la chance d'être en prison. Tu ne penses pas ça? Si. Il y eut un long silence froid. Ta mère a dit que tu étais égoïste, dit tante Patty, sa voix devenant méchante. Elle a dit que tu as toujours été froide. Toujours à compter ton argent, toujours à te croire meilleur que nous autres. Tu dois arranger ça, Brooke. Tu dois appeler la police et leur dire que tu as fait une erreur. Tu dois leur dire que tu étais sous le coup de l'émotion et que tu as menti. J'ai menti? Non, dis-je. Quoi? Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas mentir pour le protéger. Mais la famille est de la famille, Brooke. C'est la règle. On aide la famille. Cette règle ne semblait s'appliquer qu'à moi, dis-je. Quand est-ce que la famille m'a aidé, moi? Quand est-ce que quelqu'un m'a donné une voiture? Tu n'as pas besoin d'aide, hurla-t-elle. Tu as toujours été la plus forte. C'est toi qui es censé l'aider. J'en ai fini, dis-je. Au revoir, tante Patty. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. Puis j'ai bloqué son numéro. L'appel suivant venait de mon cousin Marc. Il était du côté de mon père. Il était pragmatique. C'était lui qui était censé me faire entendre raison. Brooke, dit-il, il n'a pas dit bonjour. Tu as fait valoir ton point de vue. Ce n'est pas un point de vue, Marc. C'est un fait. D'accord, peu importe. Tu es en colère. Tu as récupéré la voiture. Evan a passé la nuit en prison. Il a peur. Je pense que tu lui as donné une leçon. Maintenant, tu dois appeler le procureur ou qui que ce soit et leur dire que tu ne portes pas plainte. C'est allé assez loin. Je ne ferai pas ça. Pourquoi es-tu si difficile? Écoute, je comprends. Evan est un cas. Oncle Ray et tante Linda sont dingues. On le sait tous. Mais ça, une accusation de crime.
Tu vas donner à ton frère de 25 ans un casier judiciaire pour crime. Tu sais ce que ça veut dire? Il ne trouvera jamais de vrai travail. Il n'aura jamais d'appartement. Tu le marques à vie. Il s'est fait ça tout seul, Marc. Il a volé une voiture de 20 000 $. C'est juste la famille, Brooke. On est censé gérer ça en famille. Tu nous fais tous passer pour des nuls. Tu laves notre linge sale en public. Laisse tomber. Sois la plus mature. J'ai été la plus mature pendant 28 ans, dis-je. Je suis fatigué. Je suis juste une personne. Je ne suis pas la plus grande. Je suis juste moi. C'est tellement égoïste. Tu as raison, dis-je. Ça l'est. Au revoir, Marc. Blocage. Je mis mon téléphone en silencieux. J'ai regardé un film. J'ai essayé de respirer, mais je savais que le boss final arrivait. Vers 20 h, le téléphone s'est allumé. Grand-mère Eleanor, la mère de mon père, la matriarche, celle qui croyait que Chandler était un nom qui signifiait quelque chose. Celle qui croyait que la famille était plus importante que la loi, le bonheur ou la vérité. Ma main tremblait. J'ai répondu. Brooke. Sa voix était vieille et mince, mais elle avait une âme d'acier. Salut, grand-mère. Ton père m'a appelé. C'est un homme brisé. Je n'ai rien dit. J'ai 78 ans, Brooke. J'ai vu cette famille traverser tout. La maladie, la mort, la faillite. Nous sommes toujours restés soudés. Nous sommes des Chandler. Et les Chandler n'appellent jamais la police les uns contre les autres. Jamais. Grand-mère, il a volé ma voiture. C'est ton frère, dit-elle. Les mots étaient un ordre. C'est ton sang. Tu n'as qu'un frère. Cette chose que tu as faite. C'est une trahison. C'est un poison. Tu déchires cette famille. Tout ça pour un morceau de métal. Ce n'était pas juste la voiture, murmurai-je. C'était tout. Je me fiche de tout, dit-elle sèchement. Je me soucie de la famille. Tes parents t'ont protégé. Ils t'ont nourri. Ils t'ont élevé. Et tu rembourses cet amour en te rangeant du côté d'étrangers, de la police, contre ton propre sang. Ton père a honte. J'ai honte. J'ai senti les larmes venir enfin, chaudes et en colère. On m'avait traité d'égoïste, de froide et de menteuse, mais de honteuse. Celle-là faisait mal. Grand-mère, dis-je, la voix épaisse, je dois y aller. Vous allez arranger ça, ordonna-t-elle. Vous appellerez votre père. Vous vous excuserez auprès de votre mère et vous irez à ce commissariat et vous leur direz que vous voulez abandonner ces poursuites. Ou vous serez seul. Me comprenez-vous? Vous n'aurez plus personne. Elle m'offrait un choix. Moi ou eux. J'ai regardé autour de mon petit appartement silencieux. J'ai pensé à ma voiture, propre et en sécurité sur le parking. J'ai pensé au sergent Santos disant, « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Je comprends, dis-je. Bien. J'appellerai votre père et lui dirai que vous avez retrouvé la raison. Non, dis-je. Je comprends ce que vous dites. Je comprends le choix. Je pris une profonde inspiration. Je suppose que je serai seul, alors. J'ai raccroché le téléphone. J'ai bloqué son numéro. Mon téléphone était silencieux. J'avais bloqué toute ma famille. J'ai pleuré. J'ai pleuré pendant longtemps. J'ai pleuré pour la famille que j'aurais aimé avoir. J'ai pleuré pour la petite fille qui voulait juste que son père soit fier d'elle. Mais assise là, j'ai réalisé quelque chose. Dans tous ces appels de tante Patty, de Marc, de grand-mère Eleanor, aucun d'entre eux, pas une seule personne ne m'avait posé une simple question. Personne n'a demandé, « Brooke, est-ce que tu vas bien ?» Personne n'a demandé, « Comment es-tu rentré à la maison ?» Personne n'a demandé, « As-tu peur ?» Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient qu'une pièce manquante de leur machine. Une pièce qui était censée aider Evan. J'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de pleurer. Les limites n'ont pas besoin de justification. Elles ont juste besoin d'être maintenues. Les semaines ont passé. Le silence de ma famille était total. Il était assourdissant. Au début, je continuais de vérifier mon téléphone,
m'attendant à ce qu'un nouveau numéro non bloqué apparaisse. Un oncle auquel je n'avais pas pensé, un cousin au second degré, mais rien n'est venu. Le silence semblait étrange. C'était comme vivre dans une maison où le climatiseur avait fonctionné pendant des années et s'était soudainement arrêté. Le calme était lourd, mais il était aussi paisible. J'allais au travail. Je payais mes factures. Je faisais mes courses. Je conduisais ma voiture. Ma vie, qui avait toujours été empêtrée dans leur drame, était soudainement juste ma vie. Elle était simple. Elle était petite. Et elle était à moi. Mon seul contact était avec le bureau du procureur. Une femme sympathique à la voix fatiguée, nommée Mademoiselle Alvarez. Elle m'avait appelé. Mademoiselle Chandler, dit-elle, je suis du bureau du procureur. Je m'occupe de l'affaire contre votre frère, Evan Chandler. D'accord, dis-je. Votre famille a été très véhémente. Ils ont appelé mon bureau. Ils ont appelé mon patron. Ils insistent sur le fait que vous êtes instable et que vous voulez vous rétracter. Je ne suis pas instable, dis-je. C'était mon nouveau mantra. Et je ne me rétracte pas, c'est ce que je leur ai dit, dit-elle. Les preuves sont claires, le rapport de police, votre témoignage, le titre de propriété, le fait qu'il conduisait avec un permis suspendu. L'État ne laissera pas tomber cette affaire, même si vous le vouliez. Il a commis un crime grave. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est sorti sous caution. Son avocat, l'avocat de vos parents devrais-je dire, a essayé d'obtenir un non-lieu. Nous avons refusé. Nous lui avons donc offert un accord de plaider coupable. Étant donné que c'est son premier crime, c'est une offre généreuse. Qu'est-ce que c'est? Il plaide coupable à l'accusation moindre d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, un délit. Il plaide également coupable de conduite avec un permis suspendu. En échange, nous abandonnons l'accusation de vol qualifié de véhicule. Il écope de 2 ans de probation, d'une amende de $500, et il doit assister à un programme obligatoire sur les conséquences et la responsabilité, et bien sûr, une nouvelle mention sur son casier judiciaire. S'il viole sa probation, il fera 6 mois de prison du comté. Son avocat a accepté. Le plaidoyer sera enregistré mardi prochain à 10 heures. Vous devriez être là. Alors me voilà. Mardi, 10 heures. J'étais assise au dernier rang de la salle d'audience 3B. C'était une grande pièce froide. Ça sentait le vieux bois ciré et le café rassis. Je portais mes vêtements de travail, un blazer gris, un pantalon noir. J'avais l'air de ce que j'étais, une comptable, quelqu'un qui croyait aux règles et aux chiffres. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Mes parents sont entrés. Ma mère, Linda, portait une robe noire comme si elle était à un enterrement. Elle tenait une liasse de mouchoirs. Mon père, Ray, portait un costume trop grand pour lui. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Son visage était gris. Ils ne m'ont pas vu. Ils se sont assis au premier rang, du côté opposé. Ils étaient là pour lui. Puis une autre porte s'est ouverte à côté de l'estrade du juge. Evan est entré. Il était avec un homme en costume cher. L'avocat, que mes parents payaient, j'en suis sûr. Evan avait l'air terrible. Il était mince. Ses charmants cheveux souples étaient plats et gras. Il avait l'air effrayé. Il avait l'air petit. Il n'avait pas l'air du fil en or. Il avait juste l'air d'un désastre. Ses yeux ont balayé la pièce. Il a vu nos parents. Puis il m'a vu. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai rien ressenti. Il était juste une personne. Une personne qui avait causé beaucoup de problèmes. Il a rapidement détourné le regard. « Levez-vous », dit un huissier de justice. Nous nous sommes tous levés. La juge, une femme pragmatique avec des lunettes pointues, est entrée et s'est assise. Affaire 22 à 145, l'État du Texas contre Evan Chandler, dit-elle en lisant un dossier. L'accusé est-il présent? Il l'est, votre honneur, dit l'avocat cher en se levant. Et nous sommes ici pour un plaidoyer, dit la juge. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Mon client a accepté un accord de plaider coupable avec l'État. Monsieur Chandler, dit la juge en regardant droit mon frère. Veuillez vous lever. Evan se leva.
Ses mains tremblaient. Vous plaidez coupable d'un chef d'accusation d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et d'un chef d'accusation de conduite avec un permis suspendu. Est-ce exact? Oui, votre honneur, marmonna Evan. Je vais vous demander de parler plus fort, jeune homme. Oui, votre honneur. Et dans le cadre de ce plaidoyer, vous avez soumis une déclaration écrite. Je veux que vous la lisiez à voix haute devant cette cour. Maintenant. L'avocat tendit un morceau de papier à Evan. Mon cœur battait la chamade. Je ne m'y attendais pas. Evan baissa les yeux sur le papier. Sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine l'entendre. Mon nom est Evan Chandler, lut-il. Il s'arrêta. Il déglutit. Mon nom est Evan Chandler. Le 12 octobre, je suis entré dans l'appartement de ma sœur sans sa permission. J'ai pris les clés de sa Toyota Camry 2021. J'ai pris le véhicule de ma sœur sans sa permission et je l'ai conduit pendant plusieurs heures. Il fit une pause. La salle était d'un silence de mort. Je pouvais entendre ma mère commencer à pleurer. Juste un petit reniflement sec. Je savais que je n'avais pas la permission, continua Evan, la voix brisée. Je savais que la voiture était la sienne. Je savais que je n'avais pas de permis valide. J'ai été arrêté pour excès de vitesse. Ce que j'ai fait était un vol. J'ai enfreint la loi et j'ai trahi la confiance de ma sœur. Il termina. Il resta là, debout, tenant le papier. Merci, monsieur Chandler. La juge le regarda longuement et durement. Cet accord de plaider coupable est généreux. Votre sœur, la victime dans cette affaire, vous a épargné un crime. Cette cour accepte votre plaidoyer. Vous êtes condamné à 2 ans de probation. Vous paierez une amende de 5 cents. Vous suivrez le programme de responsabilisation. Si je vous revois dans cette salle d'audience, monsieur Chandler, pour quelque raison que ce soit, je ne serai pas aussi généreuse. Me comprenez-vous? Oui, votre honneur. Vous pouvez disposer, dit-elle. Elle frappa un coup de marteau. C'était fini. C'était fait. Mes parents se levèrent. Ma mère sanglotait maintenant, s'appuyant sur mon père. Mon père, lui, se retourna. Il me regarda droit dans les yeux. Son visage n'était pas triste. Il n'avait pas honte. Il était rempli d'une rage pure et froide. Ses yeux, que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire, me regardaient comme si j'étais la criminelle. Comme si j'avais été celle qui était jugée, comme si j'avais été celle qui l'avait humiliée. Il me foudroya du regard à travers les bancs, furieux, non pas contre Evan pour son crime, mais contre moi pour avoir porté plainte, pour l'avoir tenu responsable, pour avoir apporté cette honte sur la famille. J'ai senti mon estomac se nouer. La vieille peur familière, l'envie de courir vers lui, de m'excuser, de dire « Je suis désolé, papa. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Je vais arranger ça. » Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé en retour. Je n'ai pas lancé de regard noir. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste soutenu son regard. Ma mère a tiré sur son bras. Ray, allons-y. Allons chercher notre fils. Il n'a pas rompu le contact visuel avec moi. Tu nous as ruinés, a-t-il articulé sans un son. Puis il s'est tourné, a passé son bras autour de ma mère, et ils se sont dirigés vers Evan et l'avocat. Ils se sont blottis les uns contre les autres, un petit cercle de protection serré. L'affaire était close. Je me suis levé. J'ai pris mon sac à main. Je leur ai tourné le dos. Et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti de la salle d'audience dans le couloir lumineux et froid, et je n'ai pas regardé en arrière. Les 6 mois qui ont suivi la date du tribunal ont été les plus calmes de ma vie. Le défilé de la culpabilité était terminé. Mon téléphone était silencieux. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. C'était comme si toute ma famille, ma mère, mon père, mon frère, mes tantes, mes oncles, mes cousins, ma grand-mère, avaient tous décidé le même jour que je n'existais plus. J'étais comptable. Ma vie était bâtie sur des grands livres, des débits et des crédits. Entrée et sortie. Pour la première fois, ma vie de famille était équilibrée. Je ne donnais rien. Je ne recevais rien. Le grand livre était à 0. Au début, le silence était un soulagement. Il était propre.
Les vacances ont été difficiles. Thanksgiving est arrivé. Je l'ai passé avec ma collègue, Marissa. Elle m'avait invité chez ses parents. Ils étaient bruyants et gentils, et personne ne semblait avoir de ressentiment sombre et bouillonnant. Ils mangeaient juste de la dinde et se disputaient à propos du football. « Ça va, Brooke ?» m'a demandé Marissa alors que nous débarrassions les assiettes. C'était la question, celle que ma famille n'avait jamais posée. « Oui, dis-je, et je le pensais. C'est agréable. » Noël a été plus difficile. Ma famille adorait Noël. Ou du moins, ils adoraient le drame de Noël. Ma mère achetant trop de cadeaux pour Evan. Mon père stressé par le coup. Moi essayant de servir de médiatrice. Cette année, je me suis réveillé seul dans mon appartement. J'ai fait du café. J'ai regardé un vieux film. Vers midi, j'ai ressenti la piqûre, la profonde blessure d'enfant. Il n'avait même pas envoyé de carte. Ma mère, qui envoyait des cartes pour tout, n'avait pas envoyé de carte de Noël à sa fille. J'avais maintenu ma limite. J'avais gagné. Mais je me sentais seul. Je devais me rappeler ce que signifiait gagner. Gagner signifiait que je n'avais pas à dépenser $500 pour Evan pour une nouvelle PlayStation pour ne recevoir en retour qu'une carte cadeau de $20 pour un café. Gagner signifiait que je n'avais pas à écouter ma mère se plaindre de mon père ou mon père se plaindre de ma mère. Gagner signifiait que je pouvais m'asseoir dans mon propre appartement, en pyjama, et avoir la paix. Le silence était une piqûre, mais le bruit qui l'avait précédé. C'était une blessure. Cette piqûre était plus nette. C'était la piqûre d'un antiseptique. Cela signifiait que j'étais en train de guérir. Evan, j'ai appris par le biais du bureau des services aux victimes du procureur, purgeait sa probation. Il avait un travail. Il était, selon l'État, en conformité. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents. Puis un jour de mars, je rentrais du travail en voiture. J'ai pris un chemin différent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'ennuyais, tout simplement. Mon itinéraire m'a fait passer devant la rue de mes parents. Je n'y étais pas allé depuis presque un an. J'ai ralenti. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis dit de ne pas le faire. Continue de conduire, Brooke. Mais je l'ai fait. J'ai tourné dans la rue. Elle était là. La maison où j'ai grandi, la pelouse que je tondais. Et dans l'allée, derrière le camion de mon père, il y avait une voiture. C'était une Honda bleu foncé d'occasion. Elle était bon marché. Elle avait probablement 10 ans. Elle avait une petite bosse sur le pare-choc, mais c'était une voiture. Je me suis garé sur le bord de la route, un pâté de maison plus loin. Il lui avait acheté une autre voiture. Après tout, après l'arrestation, après l'humiliation, après l'accord de plaider coupable, après qu'il ait prouvé devant un tribunal qu'il n'était pas digne de confiance, il lui avait quand même acheté une voiture. Il n'avait rien appris. Il n'avait pas changé. La seule chose qui avait changé, c'était moi. Ils avaient remplacé la voiture qu'Evan m'avait volée par une autre voiture. Ils en avaient juste acheté une moins chère cette fois, une qui n'était pas la mienne. Ils n'avaient pas cessé de le conforter dans son comportement. Ils avaient juste remplacé la personne qui le faisait. Ils avaient utilisé mon succès, ma responsabilité, ma voiture. Quand je me suis retiré de l'équation, ils ont dû intervenir. Ils ont dû utiliser leur propre argent. La piqûre du silence, la solitude de Noël, tout a disparu. Elle a été remplacée par une clarté froide et dure. Ils ne se sont pas excusés auprès de moi parce que, dans leur esprit, c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'avais abandonné mon poste. J'avais refusé d'être l'amortisseur de la famille. Ils ont dû lui acheter cette Honda parce que je ne le laissais pas utiliser ma Camry. Un petit rire amer s'est échappé de mes lèvres. Ils ont cessé de m'appeler pour des faveurs. Ils ont cessé de m'appeler à l'aide. Ils ont cessé de m'appeler pour résoudre leurs problèmes parce que je leur avais enfin montré que ma réponse était non. Le silence n'était pas une punition. C'était une conséquence. C'était le son d'eux devant enfin gérer leurs propres problèmes. J'ai mis ma voiture en marche. Je me suis éloigné de la maison de mon enfance et j'étais, pour la première fois, vraiment, complètement libre. Une année a passé, une année entière de silence. J'ai eu 29 ans. J'ai eu une petite promotion au travail.
J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, un homme gentil et calme nommé David, qui était aussi comptable. Il était logique. Il était gentil. Il était normal. Ma vie était normale. Je conduisais toujours ma Camry. Elle avait maintenant 50 000 miles au compteur. C'était toujours mon espace sûr et fiable. J'avais cessé de penser à ma famille. Pas de manière colérique. Ils se sont juste estompés. Ils étaient comme une photo qui avait été laissée au soleil. Les couleurs avaient toutes disparu. Puis un mardi, je suis allé à ma boîte aux lettres. Du courrier publicitaire, une facture, un magazine et une lettre, une simple enveloppe blanche. Mon nom et mon adresse étaient écrits à la main. Brooke Chandler. Je connaissais cette écriture. Elle était désordonnée. C'était celle d'Evan. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté dans le hall de mon immeuble, à la fixer. Je voulais la jeter. Je voulais la déchirer sans la lire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à dire? Était-ce une demande d'argent? Était-ce une attaque? Était-ce ma mère qui le forçait à écrire de fausses excuses creuses? Je l'ai monté. Je l'ai posé sur le comptoir de ma cuisine. J'ai préparé du thé. Je me suis assise. Je l'ai regardée pendant longtemps. Puis je l'ai ouverte. C'était une seule feuille de papier de cahier arrachée d'une spirale. Elle disait, « Brooke, je ne sais pas si tu liras ça. Je ne t'en voudrais pas si tu la jettes. Je suis en thérapie depuis environ 6 mois. Ça fait partie de ma probation. Je pensais que ce serait stupide, mais ça ne l'est pas. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mon thérapeute me fait me confronter à moi-même. Pas la personne que maman et papa ont toujours dit que j'étais, mais le vrai moi. J'écris ceci parce que j'en ai besoin, pas parce que quelqu'un me l'a dit. Maman et papa ne savent pas que j'écris ceci. On ne parle pas du tout de toi. Je suis désolé. Je sais que ce mot ne signifie rien, mais je le suis. Quand j'ai lu cette lettre au tribunal, j'avais juste peur. Je lisais juste les mots, mais j'y ai beaucoup pensé. Ce que j'ai fait était un vol. Tu avais raison. J'ai cru que tout m'était dû toute ma vie. J'ai toujours pensé que j'étais spécial. Que les choses viendraient à moi. Je pensais que tu étais juste froide. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que tu travaillais pour ce que tu avais. J'ai pensé à toutes ces choses. Les $1500 de ton fonds d'études pour ma première voiture. L'avocat. La façon dont j'empruntais toujours de l'argent sans jamais le rembourser. Et puis ta voiture. C'était la pire chose que j'ai jamais faite. Je n'écris pas ceci pour te demander de me pardonner. Mon thérapeute dit que je ne peux pas demander ça. Je n'en ai pas le droit. J'écris juste ceci pour te dire merci. Merci d'avoir appelé la police. Merci de ne pas avoir abandonné les poursuites. Merci d'avoir laissé les conséquences se produire. C'était la première fois de ma vie que personne ne me sauvait. C'était la pire nuit de ma vie et elle m'a probablement sauvé la vie. Je travaille chez Home Depot. Ce n'est pas génial, mais j'y suis depuis 8 mois. Je rembourse mes amendes judiciaires. Je conduis cette vieille Honda. J'essaie. Je voulais juste que tu comprennes ce que tu as fait. C'était la bonne chose à faire. C'est tout. Evan. J'ai lu la lettre. Puis je l'ai relue, et une 3e fois. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine qui était serrée depuis 29 ans se relâcher. La colère que je ressentais pour lui, le ressentiment, l'amertume, tout avait disparu. Il ne m'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé que nous soyons de nouveau une famille. Il n'a rien demandé. Il a juste compris. Il m'a enfin vu. Il avait été le fils en or, le projet, celui qui était sensible. Mais ici, dans cette lettre, se trouvait la première chose vraiment honnête et sensible que j'avais jamais vue de lui. Il n'était plus ce garçon. C'était un homme. Un homme qui, enfin, péniblement, nettoyait son propre gâchis. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti d'amour ni de pitié. J'ai juste ressenti un point final. L'affaire était close. Le livre était fermé. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans un tiroir. Je n'avais pas besoin de répondre. Il avait compris, et j'étais libre. C'est vendredi. Il est 17 heures.
Je sors de mon bureau. J'entre dans le parking. Place 4B. Ma Toyota Camry argentée est là, exactement où je l'ai laissée. Je déverrouille la portière. Avant de monter, je fouille dans mon sac. Je sors un bloc volant. Il est rouge vif. Il est lourd. Je l'enlève du volant, le plie et le pose sur le siège passager. On me pose souvent cette question, David, Marissa. Pourquoi te gares-tu toujours dans ce garage? Pourquoi te gares-tu à cette place? N'as-tu pas peur que ça se reproduise? Je n'ai pas peur. Je suis préparé. Le bloc volant est ma limite. C'est un non physique, métallique, inamovible. C'est un rappel que c'est moi qui me protège. C'est moi qui suis responsable de ma propre sécurité. Je démarre la voiture. Je sors du garage et entre dans la lumière. J'ai beaucoup pensé à la famille, aux mots. Ma famille, mon ancienne famille, parlait toujours d'amour. Nous aimons tellement Evan. Nous faisons cela parce que nous t'aimons. L'amour familial est ce qui compte. Mais leur amour semblait lourd. Il ressemblait à une obligation. Il ressemblait à un piège. C'était un mot qu'ils utilisaient pour m'amener à faire ce qu'ils voulaient. C'était un mot qu'ils utilisaient pour excuser un mauvais comportement. Oh, il a juste un grand cœur. Nous essayons juste de le protéger. Leur amour tournait entièrement autour d'eux. Il s'agissait de leurs sentiments, de leurs besoins, de leurs drames. Il ne s'agissait jamais de moi. Ils m'aimaient, mais ils ne me respectaient pas. Ils ne respectaient pas mon temps, mon argent, ma propriété, ou mon nom. Et je comprends enfin quelque chose. C'est si simple. C'est la pensée la plus nette, la plus claire que j'ai jamais eue. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la famille. C'est de la manipulation. C'est juste un moyen de vous contrôler. C'est un moyen de vous faire sentir coupable d'avoir votre propre vie. La lettre d'Evan. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de respect. Il a enfin respecté mon nom. Il a respecté la conséquence. Sergent Santos, Mademoiselle Alvarez, ma collègue Marissa, mon nouveau petit ami David. Il ne m'aime pas. Pas de cette manière familiale désordonnée et dévorante, mais il me respecte. Il respecte mon temps. Il respecte mes mots. Il demande, est-ce que tu vas bien? Et ils écoutent la réponse. Je gare ma voiture sur le parking de mon immeuble. C'est ma même place sûre. Je mets le bloc volant en place. Il s'enclenche solidement. Je verrouille la voiture. J'entends le bip bip. Je me dirige vers ma porte. Je comprends enfin la leçon. Il m'a fallu 28 ans et une voiture volée pour l'apprendre. Je suis Brooke Chandler. Je suis comptable. Je suis une bonne amie. Je suis une femme qui paie ses factures. Je suis une femme qui verrouille sa voiture. En mettant ma clé dans la serrure de mon appartement, je me le murmure. Le chiffre final sur le grand livre. La vérité. Le respect a plus de valeur que la parenté. Et cette fois, personne ne me prendra ça.